vous allez me permettre d'abord de revenir sur le thème démocratie et réseaux sociaux. Je voudrais vous proposer de remplacer réseaux sociaux par technologie numérique. Parce que réseaux sociaux, c'est un élément d'un ensemble qui est beaucoup plus vaste. Et si on prend les deux éléments, que ce soit la démocratie et la technologie numérique, pour nous acteurs du digital ou du cyberespace, j'allais dire, la démocratie, pour nous, est un système politique dans lequel la majorité élit ses représentants, mais ce n'est pas que le vote. On se rend compte qu'il y a l'état de droit, il y a la justice, l'indépendance de la justice, et vous l'avez tous rappelé ici, il y a aussi le respect des droits et des libertés. Si on prend la technologie représente la somme des idées, des réflexions, des connaissances, des expertises, mais aussi c'est un ensemble d'outils et de techniques qui permettent de répondre à des problématiques. Et si on se focalise sur cette réponse de la technologie, on devrait pouvoir ne pas se distancer de cette nouvelle technologie qui se voudrait être numérique. Pourquoi je le dis? Parce que je sens qu'il y a un fossé énorme qui existe entre nous, acteurs du cyberespace, et ce que j'appelle, les BBC, les Born Before Computer, ou bien les Born Before Internet. Pourquoi il ne faudrait pas se distancer ou prendre la distance par rapport à la technologie, ou développer cette technophobie? C'est parce que tout simplement, elle est identique à toutes les technologies qui ont déjà eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Et l'être humain, depuis Adam, a toujours eu quelque chose entre les mains. Donc son premier outil, j'allais dire, c'est ses mains, son cerveau. Ensuite, il y a la pierre. Pour ceux qui connaissent l'histoire, le fait de faire produire du feu à travers le frottement de deux pierres, c'était une technologie d'époque. Tout le monde ne savait pas produire du feu, et jusqu'à présent, d'ailleurs, tout le monde ne sait pas produire du feu. Après la pierre, c'est le bâton. Parce qu'il fallait avoir une arme, il fallait pouvoir chasser, et une fois qu'on a le bâton et qu'on arrive à chasser, l'autre technologie, c'était le sac qui vient de la peau de l'animal, et le sac a permis d'évoluer et de pouvoir plus ou moins avoir des relations sociales. C'est des technologies qui ont traversé l'histoire, mais qui constituent aussi des savoirs qui, jusqu'à présent, sont réservés à certains et que ce n'est pas démocratisé parce que tout le monde ne peut pas utiliser cette technologie. Par contre, la différence avec ces anciennes technologies d'époque et cette nouvelle technologie, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est outillé de cette technologie. Et on n'a pas besoin de savoir-faire ni de transmission de savoir-faire pour l'utiliser. Avant, nous, informaticiens, on était des privilégiés. On venait vers nous pour faire de la saisie de documents, saisie de textes et de CV, parce qu'on avait appuyé dactylographie et autres. Aujourd'hui, tout le monde est informaticien parce que tout le monde fait la même chose que ce que l'informaticien d'avant faisait, c'est-à-dire écrire un texte à partir d'un système intelligent qui est un système informatique sur un clavier. Et à partir de ce moment, je fais ce rappel parce que je voudrais vraiment vous faire une invite pour briser cette glace qui existe entre ceux qui prennent la technologie comme une arme pour les autres et ceux qui se disent, bon, nous, on est anti-technologie, alors qu'on est tous immergés. Donc, si on prend la technologie et la démocratie, la rencontre de ces deux éléments constitue aujourd'hui l'une des plus belles conversations de l'histoire de la démocratie, pour nous, en tout cas, jeunes acteurs du cyberespace. Pourquoi? Parce que cette rencontre a permis de répondre à énormément de défis que se posaient les citoyens africains. Beaucoup qui m'ont précédé sont revenus là-dessus. Et le premier défi, c'était une réponse à une demande de prise de parole. Avant, l'information est verticale, produite par le gouvernement ou l'administration publique qui communique à un média d'État, un média qui fait le service après-vente. Et jusqu'à présent, ces médias existent. Et donc cette demande de prise de parole
est arrivé à un moment où les démocraties africaines ont connu des mutations avec des alternances, mais aussi ont connu de la résistance avec une certaine forme de confiscation du pouvoir de la part de certains acteurs politiques. Cette rencontre s'est faite aussi au moment où les demandes de prise de parole des citoyens africains étaient de plus en plus importantes grâce aux technologies numériques. Après plus de 50 ans d'indépendance, les citoyens ont trouvé en Internet une réponse à une demande de plus de gouvernance et de transparence. À un accès à l'information, parce que l'information est devenue plurielle, ce n'est plus la chasse gardée des professionnels de l'information, tout le monde est presque devenu en quelque sorte des acteurs de l'information, ce que nous appelons les acteurs de l'information de la société civile. Cette rencontre s'est faite aussi au moment où les élites politiques ont fait preuve d'échec. Parce qu'aujourd'hui, si on pose la question de la pertinence de la démocratie, ce n'est pas le système en soi qui a échoué, c'est les acteurs politiques qui, dans l'opposition, se réclament de purs démocrates et une fois arrivés au pouvoir, font preuve de dictateurs et des autorités politiques qui confisquent le pouvoir. Et donc, ça a plus ou moins fait preuve de montrer cette preuve d'échec des élites politiques en Afrique. Et cela a aussi démontré les insuffisances de la démocratie représentative. Pourquoi? Parce qu'au moment où le monde s'ouvre avec cette technologie de l'information et de la communication, il y a eu l'accès à l'info et la prise de parole, et en même temps, nous avons eu des idées qui ont propulsé de nouvelles dynamiques allant dans le sens d'une démocratie participative, la demande de participation de la part des citoyens et des acteurs de la société civile. Cette rencontre s'est faite aussi au moment où, pour la première fois de l'histoire, en quelque sorte, j'allais dire la société civile ou les citoyens sont en avance, et en avance considérable sur les acteurs politiques. Les acteurs politiques sont en déphasage, mais de façon extraordinaire, avec l'évolution du monde et l'évolution de la technologie. Et d'ailleurs, c'est pourquoi vous voyez certaines mesures visant à réguler constituent en quelque sorte des mesures répressives ou abusives pour museler la société civile et les opinions. Et donc, après cette rencontre, les éléments qui montrent plus ou moins les enjeux de ces rencontres. Je vais vous partager les défis. Et les défis, il y en a 6, et je termine là-dessus pour ne pas dépasser le temps. Et les défis, le premier, c'est la gouvernance démocratique à l'épreuve des technologies numériques. Et pas l'inverse. Ça ne devrait pas être les technologies numériques à l'épreuve de la démocratie. Et en Afrique, c'est ce qu'on semble voir. Il faut évaluer et analyser la vie démocratique à l'épreuve d'éthique et quelles réponses nos systèmes politiques apportent par rapport aux demandes de plus en plus exprimées par les citoyens. Le second défi, c'est les nouveaux médias. Les nouveaux médias, et dans les nouveaux médias, maintenant, il y a les réseaux sociaux. Les nouveaux médias comme foire aux fake news ou tout simplement instruments de propagande et de manipulation politique. Fake news, c'est un phénomène, mais ce n'est pas du tout forcément un phénomène qu'il faut attribuer aux citoyens ou aux utilisateurs. Les États, certaines administrations, y compris les nôtres, sont aujourd'hui des machines à fake news et produisent quotidiennement des communiqués, des informations, j'allais dire officielles, qui sont de vraies fake news. Pourquoi propagande politique? Parce que nous l'avons vu ailleurs, au Brésil, aux États-Unis et en France, ou même à côté en Afrique, certaines démocraties qui étaient plus ou moins stables ont ressenti en quelque sorte les conséquences de l'usage de ces outils-là. 2016 avec l'élection d'Obama, l'élection de Bolsonaro au Brésil et aussi à côté chez nous, au Nigeria et en Éthiopie. Troisième élément, la polarisation des opinions politiques avec les algorithmes. Pourquoi? Les opinions ne nous appartiennent presque plus en quelque sorte. Elles nous sont en quelque sorte forcées et imposées parce que nous avons choisi des personnes avec qui nous voulons interagir. Et à partir de ce moment, on s'enferme au moment où on était censé s'ouvrir.
Peut-être qu'on va y revenir durant la session questions-réponses. Quatrième défi, la question de la souveraineté numérique. Nos États n'ont pas encore une pleine conscience de cette question qui est aussi essentielle, stratégique, mais sécuritaire et géopolitique, qui nous expose de jour en jour. On a des États, y compris le Sénégal, qui confient la confection des pièces d'identité de nos passeports à des sociétés étrangères qui gèrent nos données sensibles, donc à caractère personnel, et qui les stockent dans des serveurs ou dans des espaces de stockage, mais qui nous échappent et qui échappent à nos législations. On pourrait revenir aussi. Cinquième défi, les données et la vie privée. Et ça, c'est une interpellation pour tout le monde, y compris nos agences, nos organisations, y compris l'administration publique, que ce soit la douane, que ce soit aussi certains ministères n'arrêtent pas de diffuser des données à caractère sensible et à caractère privé de certains citoyens, mais par erreur, parce qu'ils n'ont pas encore une pleine conscience. Et dernier défi, c'est le défi de l'éducation au numérique et de l'éducation aux médias. Nous sommes tous immergés, et j'ai commencé avec cela, on est dans un environnement qu'on ne peut plus fuir. Par contre, en même temps qu'on évolue dans l'environnement, on développe une certaine peur de l'environnement. Ce qui fait que pour nos téléphones, nos ordinateurs, nos enfants en savent beaucoup plus que nous-mêmes. Je ne sais pas pour doyen à l'UNTIN, mais si vous avez un petit souci, votre premier réflexe, c'est d'appeler votre enfant. Regarde-moi si... Et donc, ceux qui sont censés accompagner le développement des consciences, accompagner le développement de relations humaines dans une nouvelle forme de société, sont aujourd'hui dépassés par cet environnement. Et donc, qui est censé assurer cette mission et cette tâche? C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons les dérives, et parmi les dérives, il y a le 7e et dernier challenge, qui est l'ère de la post-vérité, mais aussi les dérives par rapport aux mœurs, au respect, par rapport aussi au respect ne serait-ce que de la loi et de ce qui est permis dans un environnement social. Et donc l'ère de la post-vérité, je termine là-dessus, c'est qu'aujourd'hui avec Internet, le débat politique qui devait être une conversation, j'avais commencé avec cela, ne l'est plus en quelque sorte. Prenez le cas du Sénégal, il n'est plus possible presque de converser de façon libre et démocratique à travers le cyberespace. Si on n'est pas Sonko, on doit être forcément Macky. Si on n'est pas Macky, on doit forcément être Sonko. Et donc le milieu n'est pas toléré, le juste milieu ne peut pas être toléré, et donc il n'y a plus de débat. Et quand il y a une divergence et une confrontation d'idées, de systèmes, ne serait-ce que d'une réflexion ou d'une vision, cela crée forcément un conflit et dont se nourrissent ces frustrations, mais aussi ces contestations et aussi beaucoup d'erreurs et de dérives qui aujourd'hui donnent du travail à la justice. Merci, désolé d'avoir été là.